Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 17 juillet 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé chercher un ancien podcast de La Loupe pour commencer un épisode. J'ai regardé dans nos archives et celui dont j'ai besoin date de mai 2022. Je vais donc devoir aller chercher un peu au fond de notre armoire. Alors, 2022, voilà, mars, avril, mai, le voilà. Il s'appelait « Sous la dune, le lithium ». Cet épisode va d'ailleurs avec un deuxième car nous avions consacré une mini-série aux réouvertures de mines en France. Nos journalistes Alexandra Saviana et Valentin Ekirch avaient donc expliqué pourquoi nous pourrions en avoir besoin et surtout où on pouvait trouver les très convoités métaux rares dans notre pays. Le lithium, il est présent dans les terrains granitiques et du granit, on en retrouve dans le Massif central ou dans les Pyrénées. On retrouve également dans les Pyrénées des gisements potentiels de tungstène, d'antimoine ou de cobalt. Et puis, il y a d'autres ressources très demandées, comme le cuivre. Mais la phrase qui m'intéresse pour notre podcast du jour, c'est celle-ci, à 9 minutes 04. Il y a des fonds marins en Polynésie qui sont par exemple riches en manganèse, en platine, en cobalt. Nous n'étions pas entrés dans les détails des mines qui se trouvent au fond de nos océans, et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui parce que ces précieuses ressources suscitent un intérêt grandissant. De nombreuses entreprises sont désormais prêtes à s'engouffrer dans les failles de la réglementation internationale pour exploiter les profondeurs marines, aux grandes dames des écologistes et des scientifiques. Vous venez de l'entendre dans cette introduction et il me rejoint à nouveau en studio, Valentin Ekirch, journaliste spécialiste du climat à l'Express. Salut Valentin. Salut Xavier. Valentin, quand on parle d'exploitation minière dans les océans, est-ce que ça ressemble aux mines comme on les connaît sur Terre, des tunnels qu'il faut creuser très profondément ? Eh bien, non, pas tout à fait. Effectivement, on parle de ressources qui se trouvent très profondes dans les océans, parfois jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Et là, on ne va pas avoir les espèces de grandes mines que l'on voit, par exemple, pour récupérer le cobalt à ciel ouvert, etc. Non, c'est plutôt qu'on va aller gratter des ressources que l'on trouve sur le sol océanique. Parfois, il faut gratter et parfois, il suffit même de les ramasser. Et qu'est-ce qu'on va y chercher ? Eh bien là, on y trouve plein de minerais différents. On y trouve du manganèse, du fer, du cuivre, du cobalt, du plomb, du zinc. En fait, des milliards de tonnes de métaux d'une grande variété qu'on trouve sous plusieurs formes. Donc, comme je te le disais, c'est-à-dire qu'on y retrouve par exemple sur des dépôts de sulfure au bord des sources chaudes, dans ce qu'on appelle aussi les encroûtements cobaltifères, et puis dans les nodules polymétalliques. Des nodules polymétalliques, ça ressemble à quoi ? Alors, les nodules polymétalliques, eh bien, on en trouve beaucoup et c'est une sorte de petits cailloux de la taille d'une pomme de terre. Ce sont des métaux, en fait, qui ont été agglomérés au fil des siècles, durant des millions d'années. Généralement, la formation, c'est un dépôt biologique de type carapace d'une espèce des grandes profondeurs ou bien une dent de requin. Et ce reste organique va former en fait un noyau sur lequel vont s'accumuler les différentes couches de sédiments. Et au fur et à mesure de ces millions d'années qui passent, il va y avoir un phénomène physico-chimique qui va agglomérer ces différents métaux entre eux. Et où est-ce qu'on peut trouver toutes ces ressources sur la planète ? Alors, pour ça, je vais te montrer une carte. Il y en a une juste ici. Et comme tu peux le voir, les nodules polymétalliques sont en bleu. Ah oui, mais il y en a vraiment partout dans le monde. Oui, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Mais il y a une zone principale, il y a une zone qui est la plus riche et peut-être la plus convoitée. C'est celle qui se trouve ici, là. Elle s'appelle Clarion-Clipperton. Elle est dans l'océan Pacifique entre Hawaï et le Mexique. Je vois. En gris, tu as pas mal de zones où trouver aussi les encroûtements cobaltifères. Et aujourd'hui, ces nodules polymétalliques ou ces encroûtements cobaltifères, on ne va pas les chercher du tout. Alors, si, en fait. On en ramasse, on s'y intéresse, mais jamais dans une visée d'exploitation à l'échelle, je dirais, industrielle. En fait, la découverte de ces gisements sous-marins n'est pas récente. Elle avait été faite par les Russes à la fin du 19e siècle. Pour le moment, ce que l'on fait, c'est simplement de la recherche d'un point de vue scientifique. On appelle cela de l'exploration. Le but n'étant pas de commercialiser ces ressources-là. Ces ressources, on les trouve un petit peu partout. On les trouve à la fois dans les eaux internationales et puis on en trouve dans certaines zones économiques exclusives des États, les fameuses ZEE. Et dans ces zones, eh bien, les États peuvent décider de le ramasser pour une vocation industrielle. Il y en a qui s'y intéressent, notamment la Norvège et le Japon. Et pourquoi on n'est pas encore passé au stade de l'exploitation ? Eh bien parce qu'en fait, c'est assez compliqué. D'abord, ça coûte cher.
Évidemment, engager des expéditions pour déterminer quels sont les sous-sols à 5000 mètres de profondeur et pour essayer de déterminer quelles sont les ressources, ça coûte très cher. Et puis, les ramasser, c'est aussi techniquement très compliqué. Et surtout, cette exploitation n'est pour l'instant pas forcément intéressante d'un point de vue économique. Il y a d'autres ressources sur la planète et il y a d'autres ressources minérales, minières. Et aujourd'hui, on s'est plutôt concentré sur celles-là parce qu'elles sont tout simplement plus faciles d'accès et moins chères. Et évidemment, le dernier point, c'est que si aujourd'hui on ne le fait pas, c'est que ces ressources-là, que l'on trouve aussi beaucoup dans les eaux internationales, eh bien, leur exploitation n'est tout simplement pas autorisée. Et ça, pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça pourrait bientôt changer. Et pourquoi ça pourrait changer ? Eh bien, pour t'expliquer ça, il faut que je t'explique un petit peu ce que c'est que l'AIFM, c'est-à-dire l'Autorité internationale des fonds marins. C'est elle qui gère les eaux internationales, et c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des zones exclusives des États, comme je te le disais. Elle a été créée en 1994 par la Convention des Nations Unies et elle gère les fonds marins internationaux. Elle compte 168 États membres. Son siège, il est situé à Kingston, c'est la capitale de la Jamaïque. Elle a été créée à la suite, en fait, d'une déclaration qui considérait, en fait, ces ressources comme un bien commun de l'humanité. C'est-à-dire que leur exploitation devait se faire à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'elle régit les autorisations d'exploration scientifique et industrielle des profondeurs. L'AIFM, elle donne donc ses licences d'exploration, c'est-à-dire que même si c'est de la recherche, tout le monde ne fait pas ce qu'il veut dans les fonds marins internationaux. Et c'est elle donc qui définit les zones d'exploration et qui les attribue. L'AIFM, c'est une organisation plutôt méconnue, non ? Oui, eh bien c'est vrai qu'on n'en avait pas forcément beaucoup entendu parler jusque-là. Elle a été assez discrète. Mais depuis 2 ans, en fait, elle est au centre de pas mal des attentions des États. Et ça a une raison. C'est parce qu'en fait, en juin 2021, il y a un petit État insulaire de Micronésie qui s'appelle Nauru, qui a déposé une demande de permis d'exploitation en association avec une compagnie minière canadienne qui s'appelle The Metals Company. Et en fait, en faisant ça, elle a activé une sorte de disposition réglementaire que l'on a appelé la règle des 2 ans et qui contraint l'autorité à définir donc sous 2 ans un code minier pour l'exploitation, c'est-à-dire de déterminer les règles précises qui permettront d'encadrer l'exploitation des fonds marins. Je calcule, Valentin, tu nous as dit juin 2021, tu nous as aussi expliqué la règle des 2 ans pour définir un code minier. On vient donc tout juste de passer la date butoir. Oui, c'est ça. En fait, c'était le 9 juillet même, très précisément. C'est pour ça que l'AIFM se réunit en ce moment à Kingston, au mois de juillet. En fait, ce 9 juillet, c'était plutôt une date symbolique, car en réalité, tout n'est pas totalement prêt pour lancer cette exploitation. Et pour certains, pourtant, cette date butoir, c'est l'occasion de se lancer dans l'exploitation, parce que ça représente une manne financière colossale. Valentin, dans La Loupe, on a expliqué plusieurs fois que les métaux rares étaient indispensables pour fabriquer de nombreuses nouvelles technologies. C'est le cas aussi pour ces ressources qui viennent du fond des océans. Oui, en fait, jusqu'à présent, on s'y intéressait pas parce que tout simplement, les besoins sur ces ressources minières n'étaient pas très importants. Avec la transition écologique, avec la transition énergétique, les tensions sur ces matières premières sont tout simplement énormes à venir, comme dès à présent. Et la raréfaction donc de ces ressources fait que ça devient une ressource que l'on regarde de plus près. Car par exemple, dans l'océan, ces nodules polymétalliques, certains considèrent que la ressource est quasiment inépuisable, tellement il y en a. Et surtout, ces ressources, elles sont très concentrées en minerais. Et ça, en fait, ça a un intérêt assez important. Elles sont plus concentrées que dans les gisements terrestres. Oui. Un rapport qui date de 2014 et du CNRS et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'IFREMER, estime que le poids total des nodules dans la seule zone de Clarion-Clipperton, il l'estime à 34 milliards de tonnes. Selon le secrétaire général de l'AIFM, ce gisement renfermerait même davantage de nickel, de manganèse et de cobalt que la totalité des ressources terrestres. Et c'est pas tout au niveau des chiffres, je peux même en ajouter un autre. Bien sûr, vas-y. Financièrement, c'est énorme. Le chiffre d'affaires annuel mondial de l'exploitation minière marine pourrait passer de pratiquement 0 à 5 milliards d'euros dans les 10 prochaines années. Il pourrait atteindre jusqu'à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, et ça, ce sont les estimations de la Commission européenne. 10 milliards d'euros en 2030, on imagine facilement que des entreprises veulent se faire une place sur ce marché. Oui, et en fait, on parle surtout d'une seule entreprise. C'est The Metals Company, je t'en ai parlé tout à l'heure, avec l'exemple de Nauru.
groupe qui s'est associé à cette entreprise. Tout tourne autour d'elle car c'est elle qui se dit la plus avancée et qui met le plus de pression sur l'AIFM pour lancer l'exploitation. TMC, d'abord, est une compagnie qui a des investisseurs et il faut qu'il rassure les investisseurs sur la faisabilité de son modèle économique, c'est-à-dire tout simplement pouvoir leur dire que effectivement, elle peut se lancer dans l'exploitation qu'elle promet. Et puis, pour cela, elle appuie à fond sur la clause des 2 ans auprès de l'AIFM. Elle veut montrer qu'une fois cette date passée, eh bien, ils se lanceront dans l'exploitation et commenceront à bosser. Tu nous as pourtant dit que c'était difficile et pas très rentable d'aller récupérer ces métaux rares tout au fond de l'océan. Oui, ça a longtemps été très peu rentable. Mais aujourd'hui, en fait, avec les progrès technologiques, c'est peut-être beaucoup moins le cas. Aujourd'hui, la technologie rend l'exploitation des fonds marins de plus en plus faisable, en fait. Et d'ailleurs, le PDG de TMC Company, qui s'appelle Gérard Baron, il a dans sa ligne de mire la zone de fracture de Clarion-Clipperton, dont il a aujourd'hui des licences d'exploration. Et lui, tout simplement, il estime que sur sa zone, il peut tabler sur un gain de 31 milliards de dollars en 25 ans d'exploitation de cette zone. Comment on fait alors, Valentin, pour aller chercher ces précieux cailloux ? Eh bien, c'est là où c'est un petit peu spécial, c'est qu'en fait, on va utiliser des sortes de grosses moissonneuses-batteuses qui passent le fond de la mer. En fait, il faut imaginer, les nodules polymétalliques, ce sont donc des petits cailloux qui jonchent le sol marin comme un désert de gros cailloux, quoi. Ces machines, eh bien, tout simplement, elles passent sur le sol, elles ramassent, à l'aide d'une sorte de pelle et un aspirateur géant, ces différents nodules, un petit peu comme une récolte de patates, quoi. Ensuite, eh bien, il y a tout un processus où on ramasse ces nodules, on les met dans un petit tas au fond de l'océan et puis avec un autre aspirateur, on les fait remonter sur le bateau. Tout ça, ça produit quelques déchets qui sont rejetés via un autre tuyau à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Ça, TMC a pu tester son système de collecte dans la zone de Clarion-Clipperton. En un mois, elle dit avoir collecté environ 3000 tonnes de roches. Mais certains scientifiques et industriels sont très sceptiques quant à la possibilité de passer à une échelle beaucoup plus importante. Et pourquoi ils sont sceptiques ? Parce qu'en fait, TMC, eh bien, ils ont déjà des problèmes financiers importants. Sans mauvais jeu de mots, le cours de bourse de l'action de TMC, eh bien, il a tout simplement plongé. Et il y a des investisseurs qui ont tout simplement quitté la boîte. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a aussi un passif avec une précédente entreprise qui s'appelait Nautilus, qui avait voulu faire de l'exploitation en Nouvelle-Guinée et qui avait passé un contrat et qui finalement a fait faillite sans honorer le contrat. Les liens entre Nautilus et TMC ne sont pas directs, mais on y retrouve les mêmes personnes, et notamment l'investissement de Gérard Baron, qui est aujourd'hui le PDG de The Metals Company. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises que The Metals Company qui espèrent exploiter les fonds marins ? En fait, The Metals Company, c'est peut-être la plus médiatique, c'est celle dont on entend le plus parler, mais il y a aussi une autre compagnie qui est une société minière belge qui s'appelle Global Sea Mineral Resources, qui a développé une machine similaire et qui a une manière de procéder qui serait à peu près la même et qui même développe un prototype qui ferait 2 fois la taille de la machine qu'elle utilise actuellement. Mais de l'aveu même du patron de GSR, les défis techniques restent encore importants et l'exploitation des grands fonds ne devrait pas commencer avant 2028. Ça, c'est pour les entreprises. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui se positionnent et notamment des États. Je pense là à la Norvège qui a proposé d'ouvrir à l'extraction de minerais 280 000 km² de fonds marins qui sont situés dans sa zone économique exclusive. Et ça représente la moitié de la superficie de la France. Un business colossal qui semble aujourd'hui indispensable pour la transition énergétique, mais qui suscite l'inquiétude de nombreux scientifiques et associations, notamment pour un écosystème encore très peu connu. Bon, Xavier, je t'ai expliqué le procédé de The Metals Company pour aller chercher ces nodules polymétalliques. Oui, j'ai bien retenu que c'était comme pour ramasser des patates avec une sorte d'aspirateur à minerais. Voilà. Eh bien, ce que dit TMC, c'est que c'est un procédé qui est révolutionnaire parce qu'il est hyper respectueux de l'environnement et notamment car les déchets, l'eau de mer, les sédiments, les fragments de nodules qui sont rejetés, eh bien, retourneraient pour la majorité près de là où ils viennent. C'est-à-dire tout au fond. C'est ça. Mais les scientifiques ne sont pas forcément d'accord là-dessus. Et que disent les scientifiques ? Eh bien, en fait, les scientifiques, eux, ils sont inquiets de plusieurs choses. Ils sont inquiets d'abord de ce que vont produire ces machines qui passent sur le fond des océans et qui lèvent ce qu'on appelle un panache de sédiments, c'est-à-dire des sédiments qui se sont accumulés là pendant des dizaines de millions d'années et qui pourraient s'envoler et se disperser ailleurs. Et donc ça, on ne sait pas très bien ce que ça peut produire. Et d'autre part,
il y a ces rejets dont on a parlé précédemment, qui sont issus du fait qu'on remonte ces nodules polymétalliques. Et pareil, on ne connaît pas encore l'impact véritablement de ces rejets dans les océans. Est-ce que cette activité industrielle pourrait avoir d'autres conséquences ? Oui, il y a une petite liste. Bon, alors elle n'est pas très rassurante, mais je peux te la donner. Ok, je t'écoute. Tu peux ajouter le bruit qu'engendre cette activité. Et la lumière aussi, parce qu'on utilise des gros phares pour éclairer les abysses, qui sont évidemment à 5000 mètres de profondeur, totalement plongés dans l'obscurité. Et ça, pour un écosystème qui est habitué à vivre dans le noir, ça peut aussi les déstabiliser. Et on ne peut pas prévoir comment cet écosystème, justement, va réagir ? Pour l'instant, c'est relativement impossible, car les abysses s'apparentent encore aujourd'hui à un monde relativement inconnu du point de vue de la recherche. On connaît quelques organismes qui vivent là, mais on ne connaît pas forcément la manière dont cet écosystème interagit. Finalement, l'équilibre des fonds marins, d'un point de vue écologique, ça, on ne le connaît que très mal. Et d'ailleurs, les récentes explorations de certains fonds marins ont montré qu'on découvrait d'un coup plusieurs milliers de nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas. Quand on n'a pas assez déterminé l'état originel, c'est d'autant plus difficile de déterminer comment cet écosystème sera bouleversé par l'activité. Alors évidemment, les précédentes explorations qu'on a pu faire, les essais de The Metals Company permettent d'avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Et ces activités peuvent peut-être ne pas être très graves sur une petite zone, mais si on reprend notre carte, tu vois que... Oui, on pourra exploiter les fonds marins partout sur la planète, et donc il y aurait des conséquences dans tous ces endroits en bleu et en gris sur ta carte. C'est exactement ça. Et à l'échelle industrielle, on imagine que ça pourrait devenir complètement inquiétant, parce que il faut se souvenir que les océans ont quand même une fonction écologique et climatique majeure. Ils absorbent une énorme partie du carbone que l'on émet lié à nos activités humaines. Ils absorbent aussi la chaleur qui est résultante de ce réchauffement climatique. Et puis, ils abritent une biodiversité qui, parfois, est très fragile et très sensible à ces changements brutaux. En fait, il est tout simplement essentiel à la régulation du climat. En effet, c'est pas très rassurant. Mais alors, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour faire face à ces risques ? J'ai une petite vidéo pour toi. Elle date de novembre 2022. Ça se passe lors de la COP27 et tu vas reconnaître, c'est Emmanuel Macron. La France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. L'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins, c'est très fort comme proposition. Oui, c'est assez fort. En fait, il y a une coalition d'États qui se prononce à différents degrés contre l'exploitation minière des océans. Et cette coalition grandit. Aujourd'hui, il y en a près d'une vingtaine, en fait 17 pour être précis. Au sein de cette coalition, il y a des voix un petit peu différentes. Il y en a qui demandent un moratoire, il y en a qui demandent une pause, et puis il y a ceux comme la France qui disent qu'eux, ils n'iront jamais vers l'exploitation minière des fonds marins. Et puis je peux ajouter à cette idée qu'en fait, il n'y a pas que les États qui se mobilisent. Il y a aussi des grandes entreprises comme BMW, Renault ou Microsoft qui ont rejoint cette coalition. Et par exemple, Microsoft, lui, a décidé d'exclure les métaux provenant des profondeurs dans sa politique d'approvisionnement, en estimant que ces gisements-là, c'est-à-dire ceux du fond des océans, n'étaient pas nécessaires à l'échelle globale pour faire cette transition. Ça fait donc partie, j'imagine, des discussions en cours à l'AIFM en Jamaïque. Oui, tout à fait. En vérité, c'est pour ça que c'est un moment clé. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a ce moratoire, il y a les discussions pour définir un cadre, et puis il y a cette date butoir de la règle des 2 ans dont j'avais parlé au départ. Tout ça, ça pose une question clé. C'est de dire qu'est-ce qu'on fait de cette ressource ? Est-ce qu'on va aller la chercher parce qu'elle est là ? Ou est-ce qu'on va aller la chercher parce qu'on en a besoin ? Certains estiment qu'on n'en a pas besoin parce qu'il y a des ressources suffisantes sur Terre et qu'il y aura aussi également le recyclage des métaux issus des batteries ou des autres composants qui permettra d'alimenter les circuits d'approvisionnement. Et puis, on sait que l'océan est aussi déjà attaqué par bien des aspects, par le réchauffement climatique, par la surpêche, par le braconnage, la pollution, le plastique. Il y a une tempête d'activité humaine, en fait. Et est-ce qu'on a besoin d'ajouter cette nouvelle menace sur les océans ? C'est la question qui se pose là aujourd'hui. Une question cruciale que l'on ne manquera pas d'aborder dans de prochains épisodes de La Loupe. Mais en attendant, on sait désormais expliquer ce que sont les nodules polymétalliques et les encroûtements cobaltifères, et surtout tous leurs enjeux. Merci beaucoup Valentin pour cette plongée passionnante dans l'exploitation minière des fonds marins. Merci Xavier. Valentin Ekirch, journaliste à la rubrique Climat de l'Express. Tous ces articles sont à retrouver sur l'express.fr. Alors si ça vous plaît, chers auditeurs, vous pouvez vous abonner pour 1 € le premier mois.
Et pour profiter de la loupe, même pendant vos vacances, pensez à nous suivre sur n'importe quelle application d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante, laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.